J'arrive pas simplement, pour éteindre le feu quand on a un contentieux, parce qu'un salarié a saisi les prud'hommes. Donc, on ne fait pas un CDD oral, ça n'existe pas. Bonjour Souad, Bonjour Jérémy, bonjour Melissa, bonjour à tous. merci beaucoup de nous avoir fait confiance, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et quel a été un petit peu ton parcours pour en arriver là? Alors moi je suis avocate en droit du travail, je suis au barreau de Paris depuis pas mal d'années maintenant, et j'accompagne au quotidien des employeurs et des salariés aussi sur toutes les questions en droit du travail, heu, en partant de la rédaction de contrat à la rupture de contrat et jusqu'au prud'homme quand c'est nécessaire. Ok, parfait. Bon, c'est une très belle présentation. Comment t'es venue l'envie d'être avocate justement? Alors moi, l'envie d'être avocate est très ancienne. J'ai des souvenirs au collège. Pour moi, c'était la profession idéale où on défendait les gens contre les injustices. Donc c'était un petit peu ça mon idée de départ. Bon, un peu idéalisée, mais quand même. Et j'ai orienté mon parcours euh, voilà, tout au long de mes études et de ma carrière sur justement le droit du travail, qui est une matière qui est pour moi passionnante, que j'ai découvert plus précisément à la faculté en licence 3 avec monsieur Emmanuel Doquès, qui est un professeur qui m'a transmis sa passion. C'est pour ça que j'ai continué dans cette voie et qu'aujourd'hui je ne fais que cette matière-là qui m'occupe très bien. Ok, parfait. Et bah, déjà, parce qu'on parle beaucoup de réussite dans l'émission, est-ce que obtenir son diplôme d'avocat, c'est déjà une réussite en soi? Partiellement, effectivement, bon, je pense que c'est surtout une récompense d'un long parcours avec des études qui imposent pas mal de sacrifices, alors pour moi et pour ma famille aussi, parce que j'ai été supportée pendant de très nombreuses années par mes parents. Donc c'est effectivement une récompense sur ce plan-là. Et aussi, c'est un vrai honneur, en fait, de porter la robe pour défendre un idéal de justice et participer, au moins en partie à mon niveau, à ce que la justice soit rendue. Pourquoi le droit du travail et pas un autre? Alors, pour moi, le droit du travail, c'est une matière qui est hyper vivante. Tout le monde est salarié ou employeur, connaît un employeur, un salarié, et c'est des sujets qu'on croise au quotidien. Donc c'est en ça que je trouve ça très, très intéressant. C'est aussi une matière qui est très technique, très mouvante. Donc intellectuellement, c'est hyper enrichissant de travailler dans cette matière-là. Alors pour parler de la mouvance de cette matière, ben, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on a de nouvelles règles qui vont s'appliquer, donc il faut les connaître, il faut faire attention et s'adapter. Pareil, la jurisprudence qui change très régulièrement, ben, il faut en être informé. Donc voilà, c'est la richesse intellectuelle que ça me procure qui fait que je pense que c'est une matière un peu à part. Et puis c'est une matière qui est proche des gens, donc ça c'est quelque chose aussi qui est important pour moi et qui me nourrit aussi voilà, au quotidien dans ma pratique. Quelles vont être tes principales missions en tant qu'avocate en droit du travail? Alors, quand on est conseil employeur, on a une mission un peu sur toute la durée de la relation contractuelle. Alors ça peut être la rédaction de contrats, la rédaction d'accords d'entreprise. Donc c'est du conseil au quotidien. Par exemple, j'ai un employeur qui m'appelle un jour et qui me dit: «Bah, j'ai un salarié qui s'est énervé, il a cassé son ordinateur, qu'est-ce que je fais?» Donc là, mon rôle, c'est de poser les choses, prendre du recul, analyser évidemment, juridiquement, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je donne des conseils et puis après l'employeur choisit, la voie qu'il souhaite, en ayant connaissance des risques. Parce que là aussi, c'est hyper important. Mon rôle, c'est aussi d'anticiper les risques et d'avertir le client, sur ça. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la durée, sur tous les sujets, qui se posent à l'employeur. Et après, oui, je vous l'ai dit sur la rédaction des actes, pour vraiment, avoir des bases solides. Parce que, j'arrive pas simplement, pour éteindre le feu quand on a un contentieux, parce qu'un salarié a saisi les prud'hommes. C'est important d'agir en amont, on anticipe, on fait des bons contrats. On va pas les chercher sur internet, parce qu'il faut un contrat qui soit solide, qui soit juridiquement, valide. On trouve de tout sur internet et je pense que c'est important de prendre conscience que c'est très dangereux.
Donc on aide à sécuriser, la relation de travail et puis, éviter, la ruine au prud'homme parce que je le vois, trop souvent. Donc c'est un investissement mais, vraiment nécessaire à mon sens. Alors après donc au-delà du conseil, je fais aussi un peu de formation. Donc là l'idée c'est d'apporter mon savoir à l'intérieur de l'entreprise pour les RH qui sont déjà en place. Donc je leur donne, les clés pour OK. pouvoir agir ensuite eux-mêmes sans moi. Et ça, c'est un peu le côté pédagogique que j'aime bien, et qui permet à l'entreprise, bah, de se débrouiller, pour les petites choses, du quotidien, pour l'avenir. Et puis enfin, la dernière mission, c'est évidemment défendre devant le conseil de prud'homme. Et là, c'est une vraie passion, plaider. C'est quelque chose qui est presque physique, qui procure beaucoup d'adrénaline et voilà, défendre une cause, et la porter devant les juges, c'est une expérience unique. OK, on a souvent cette image, oui, de l'avocat en plaidoirie et cetera. Au final, ça représente combien de pourcentage de ton temps de travail? Alors, je dirais que peut-être un tiers, OK, ouais, quand même. 1/3, ouais. Heu, Aujourd'hui, on va de plus en plus vers de la négociation, des accords amiables. Je pense que c'est bien parce qu'une procédure, c'est long, pardon, c'est très aléatoire, ça coûte de l'argent aussi. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès et c'est ce que j'essaye toujours de faire en priorité. Mais après ça marche pas toujours donc et puis quand, je suis conseiller employeur, ben, le procès arrive et malheureusement il faut se défendre donc on n'a pas Mmh. trop de possibilités de de solutions amiables. Mais mais c'est effectivement une part qui est, quand même importante mais de moins en moins. Est-ce qu'on peut, par exemple, être un très bon avocat dans la préparation et pas forcément spécialiste de la plaidoirie? Et inversement, des avocats qui peut-être sont moins bons en préparation, par contre, en plaidoirie, sont vraiment, très bons? Oui, c'est vrai qu'on a un peu tous notre caractère, donc on n'est pas tous faits aussi pour plaider, on n'aime pas ça ou c'est pas, notre point fort. Hem, c'est toujours mieux évidemment d'avoir un avocat qui est capable de bien plaider le dossier. Après, je vous avoue quand même que ce qui compte vraiment, c'est le dossier, physique. C'est-à-dire que si on a un dossier solide qui est argumenté juridiquement et qui a des pièces, surtout des pièces pour prouver ce qu'on dit, c'est plutôt ce dossier-là qui va gagner. Hem alors d'autant plus devant la cour d'appel. La cour d'appel, c'est une, procédure qui est écrite, donc on a à peine 10 minutes en général pour plaider. Donc voilà, c'est vraiment le dossier qui compte, même si la plaidoirie peut aider, c'est quand même le dossier qui compte. OK, et si, par exemple, une entreprise, bon, tu sais qu'elle a fauté, elle a fait une erreur, comment on peut limiter la casse pour, là, je parle vraiment dans le cadre d'une entreprise. Comment dire: «Bon, bah, voilà, on sait qu'il y a eu l'erreur», comment on limite la casse dans ce genre de cas? Oui. Alors moi, je prends le parti de plaider la bonne foi, et l'honnêteté et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Mon idée, c'est de mettre le focus sur ce qui est bien fait. Alors OK, là-dessus, on a été moyen. Mais quand même, voilà, sur tout le reste, on est bon, on a été plutôt loyal et on a exécuté les obligations de l'employeur comme il le faut. Après, chaque dossier est à prendre différemment parce que, admettre des choses, on ne peut pas non plus admettre, n'importe quoi et il faut faire attention aux intérêts du client. Tu as longtemps travaillé pour, différents cabinets. Aujourd'hui, tu as lancé ton propre cabinet, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais tu t'es Si. lancé en «solo» entre guillemets. Ça a été quoi ton moment orange? Donc c'est le moment qu'on a pensé avec Mélissa. C'est vraiment le moment où tu t'es dit, «Voilà, je quitte» entre guillemets, alors je sais pas si on est salarié quand on est, avocat d'un cabinet, comment je passe? On est collaborateurs. Collaborateur, OK. Mais le moment où tu t'es dit: «OK, il faut que j'ai mon propre cabinet, je me lance en solo», ça a été quoi ton moment orange? Alors ce moment orange n'a pas été forcément très agréable, Ah, mais en tout cas, il m'a poussée à me mettre, vraiment à 100 à mon compte. J'étais en collaboration dans un cabinet, qui, malgré, beaucoup de compliments, et beaucoup de points positifs et une augmentation, assez intéressante, ben, m'annonce la fin, du contrat après avoir appris ma grossesse. Ça a été assez violent, parce qu'à 3 mois de grossesse, quand on vous prévient que c'est terminé, on se pose la question et assez rapidement on se rend compte que, bah, à la fin du préavis, je serai à 6 mois de grossesse. Donc c'est vrai que c'était un vrai choc, hem et ma réaction a été de me dire: «Bon, en tout cas, aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus.
des personnes comme ça qui ne respectent pas, l'humain en Mmh. tant que tel, qui n'a aucune compassion et qui transgresse les règles, c'est pas avec ça que je veux travailler. Donc c'est là que j'ai décidé de m'entourer de personnes qui me ressemblent, avec mes valeurs, humaines, de bienveillance, et je me suis entourée de personnes comme ça et ça a été vraiment un vrai tournant dans ma vie et dans ma carrière. OK, c'était un spécialisé en droit du travail? Tout à fait, Ah oui, donc bon, pas oui, très pas c'est dommage et puis c'est par des femmes en plus, donc c'est ah encore ah oui, plus dans la maman, totale, quoi. Ah oui, donc c'est donc c'est encore plus violent. vraiment, Ouais. OK, oui, c'est très surprenant pour le coup. OK, d'accord et bah, du coup, quand on se lance en solo, quand on est avocat, parce que peut-être que moi, les gens savent pas trop, sont pas trop dans le droit, comment on trouve des moi, c'est des clients, ça reste des clients. Comment on arrive à se démarquer, sachant que, bah, il y a plusieurs, professionnels sur le marché? C'est même, je pense, plus complexe qu'une entreprise, est-ce qu'il y a un aspect quand même, marketing? Comment ça se passe à ce niveau-là? Complètement. On est de vrais entrepreneurs. Il faut constituer son réseau, il faut trouver des clients, et c'est un travail quotidien. Mais je dirais que, le plus important dans justement la constitution du réseau et la recherche de clients, c'est la recommandation de ses propres clients. C'est par là que viennent nos clients. C'est-à-dire que c'est des clients qui sont satisfaits de notre travail et qui, vont parler de nous et la majorité de mes clients arrivent comme ça. Donc l'important, c'est de bien faire son travail, et je pense que ce qui est important aussi, c'est, de porter ses valeurs et les clients viennent aussi en fonction de ça. Heu, Moi, je sais que je mets en avant la proximité, mon accessibilité, et mon humanité en 1 plan et je pense que c'est ça aussi qui fait venir des clients plutôt que d'autres. Donc voilà, le réseau et les clients se constituent, comme ça aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on se démarque parce que comme tu l'as dit, on est vraiment beaucoup, heu et pas que des avocats parce qu'on a d'autres professions qui viennent aussi, heu, faire notre travail, parfois pas légalement, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on porte des valeurs, on démontre qu'on est vraiment expert dans notre matière, qu'on est là pour sécuriser, les gens, donc salariés ou employeurs, et c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on donne confiance. À quel moment dans la vie d'une entreprise il faut commencer à consulter un avocat en droit du travail? Alors pour les employeurs, ça peut être dès la première embauche. On peut discuter de l'opportunité d'embaucher ou pas, sous quelle forme, CDD, CDI, temps plein, temps partiel. Donc il y a déjà des sujets qui se posent à ce stade-là. Et puis après tout au long de la relation, hein, dès qu'on a une interrogation, un différend avec un salarié, un doute. J'ai aussi eu des clients qui sont arrivés, pour que je fasse un audit social. Alors ça, c'est un audit social, c'est, faire une photographie de l'entreprise à un instant T pour savoir si on est, conforme au droit. Et ça, c'est hyper intéressant parce que l'idée, c'est, qu'on est dans le positif. On veut savoir si on est bien ou pas et si on n'est pas bien, ben, on s'adapte, on change nos pratiques, on change nos contrats, et ça, je pense que c'est une démarche qui est très intéressante, à faire pour, dormir sur ses 2 oreilles. Et puis on intervient aussi en cas de contentieux, dans le cadre d'un procès. Pour les salariés, bah, c'est généralement, quand on est licencié ou quand on souhaite partir de l'entreprise et qu'on a besoin de négocier son départ. En ce moment, j'ai quand même quelques dossiers, sur ce sujet-là où des salariés, alors soit sont poussés vers la sortie, soit, veulent partir et donc là, on est en négociation avec l'employeur pour pouvoir, trouver la meilleure des solutions pour tout le monde, et permettre aux salariés de partir et de passer à autre chose. Alors construire un autre projet professionnel, en tant que, créateur d'entreprise ou en tant que salarié, pour une autre entreprise. Donc si je comprends bien, il vaut mieux prévenir que guérir, appeler un avocat avant que la situation soit critique plutôt pour anticiper. Complètement. C'est s'il y a un conseil à retenir, me concernant, c'est ça. Anticipons, les difficultés, et le fait comment dire? De bien faire les choses dès le départ, ça peut aussi empêcher aussi de créer des conflits, de créer de l'amertume chez des salariés. Vraiment, c'est un travail, c'est un investissement, pour éviter,
des contentieux souvent, des pertes financières très importantes. Et je pense notamment aux accords d'entreprise, c'est des choses qu'on on ne connaît pas forcément, mais il est possible de créer du droit dans l'entreprise. Donc là, c'est en dehors de toute difficulté, en dehors de tout conflit, on va créer de la norme. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une norme qui va être adaptée aux besoins de l'entreprise, adaptée aux spécificités de l'activité, du personnel qu'on a. Et en fait, on va trouver un accord sur mesure et dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si jamais une entreprise est en difficulté sur la durée du travail, qu'elle a des cadres qui sont très autonomes mais qui sont aux 35 heures et c'est un peu ingérable au niveau de la gestion du temps de travail, ben, pourquoi pas mettre en place un forfait jour. Mais ça, il y a des règles à respecter et il faut poser le cadre. Et ça, les cadres s'y retrouvent aussi parce que ils ont plus de flexibilité, c'est une reconnaissance malgré tout, heu, et ils ont plus de liberté. Donc c'est dans les 2 sens que c'est intéressant. Donc c'est un levier qui est vraiment à envisager, pour, aider l'entreprise, à grandir et à être plus rentable aussi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à la Souad d'il y a 10 ans? Je pense que je lui dirais de ne pas avoir peur et de foncer parce que je suis plutôt à un caractère à vouloir, tout maîtriser, tout sécuriser, peut-être qu'il me manque un peu plus de pas de courage, mais hem, d'oser les choses, voilà et voir grand, pas forcément petit, petit. Est-ce qu'il est plus facile de défendre un salarié ou une entreprise? Alors on peut pas dire que c'est plus facile de défendre l'un ou l'autre, c'est vraiment une question de personne et de dossier. Je dirais que, c'est plus facile de défendre un client qui est honnête, parce qu'on est, convaincu, parce qu'on est peut-être aussi plus touché, et qu'on peut porter le dossier plus facilement, avec la vérité de notre côté, je dirais. OK. Est-ce que tu as une spécialisation dans le type d'entreprise que tu défends ou c'est vraiment très large? C'est très large. J'ai aucune, activité, préférée ou privilégiée, je fais un peu de tout. J'ai des micro crèches, j'ai des entreprises qui font des plans de travail, haut de gamme, il y a vraiment un peu de tout, de l'informatique aussi, et c'est ça qui fait aussi la richesse de mon activité. En droit du travail, on peut toucher vraiment à tous les domaines, tous les publics, c'est très, très enrichissant. Est-ce que tu as une petite anecdote un peu particulière sur une situation qui a pu arriver ou autre à nous raconter? Alors oui, ben, j'en ai une, c'est qui est pas forcément, très sympa, mais qui m'a vraiment marquée, humainement. C'est une toute petite entreprise, qui venait d'ouvrir et la gérante très sympathique, qui a fait un contrat de travail à durée déterminée, sans faire très attention. Elle a pris un modèle, hem, évidemment, bah, il manquait une mention obligatoire et là, la sanction, elle était radicale. C'est-à-dire qu'on avait une requalification en CDI automatique et du coup, le terme du CDD devenait un licenciement. Donc après, il y a plein de choses qui en découlent, donc les conséquences énormes. Et j'avais une dirigeante qui était dépitée et ça a été fort parce que j'ai plaidé le dossier comme jamais, vraiment. Je l'ai défendu, à 200 parce que j'y croyais et qu'il fallait que ce soit entendu, que c'était pas juste, juste pour une mention qui manquait. Bon, bah, on a perdu parce que juridiquement, ça ne tenait absolument pas la route, ce que je disais, mais en termes de légitimité et d'équité, c'était très, très difficile et ça m'a marquée. Cette dirigeante, elle a dû, voilà, heu, aller chercher dans son épargne personnelle. Enfin, c'était des conséquences très importantes et ça m'a marquée parce que c'est un exemple vraiment flagrant de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, hein. On ne prend pas un CDD à la légère. Ça peut coûter très cher et j'en parle souvent de ce cas-là parce que je trouve que c'est très parlant. Et c'était très triste. Mais bon, aujourd'hui tout va bien, elle va mieux, et je suis très contente, c'était une expérience, aussi pour elle. Donc c'est un voilà, c'est l'anecdote, qui me vient comme ça. OK, et il y a toujours, alors je sais pas si c'est une rumeur ou autre, on m'a toujours dit, «Si tu vas travailler sans contrat, tu es automatiquement en CDI», et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est Et vrai ou c'est vrai, pas? C'est vrai, OK. c'est vrai, quand on n'a pas de contrat écrit, on est sur un CDI.
Donc, on ne fait pas un CDD oral, ça n'existe pas. Donc il faut soigner l'écrit, et pareil, hein, si on fait un CDD, est valable s'il est signé. Il ne suffit pas d'avoir un CDD signé par les 2 parties. Donc il y a plein de subtilités, autour du contrat. Je me demandais peut-être pourquoi depuis tout à l'heure cette horloge est à l'envers. Peut-être que tu t'es posé la Oui. question. Je te demandais de remettre les pendules à l'heure. Si tu pouvais changer quelque chose. Alors généralement on dit dans l'entrepreneuriat, ça peut être l'entrepreneuriat spécialisé dans le droit ou autre, c'est toi qui vois. S'il y a quelque chose que tu pouvais changer, je vais te passer. Hop, nickel. Je pense qu'il faut, mettre un peu plus de moyens et d'accompagnement pour les entrepreneurs, surtout à partir de la troisième année. On sent bien que les entreprises, on a un vrai élan, on a, une vraie envie, on a beaucoup d'entreprises qui se créent, qui sont soutenues et puis après quelques années, ben, c'est un petit peu le vide, et je pense qu'il faut aider, les entreprises et voilà, les entrepreneurs, qui sont très courageux, mais qui au bout d'un moment ont besoin aussi, d'un nouveau coup de pouce et je pense que ça manque et il y aurait moins de fermetures de boîtes, si, il y avait plus d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un accompagnement, je sais pas, en droit, un peu, je sais pas à titre gratuit, mais est-ce qu'il y a des aides pour s'aider en droit dans le début d'une entreprise? Est-ce que c'est des choses qui existent ou pas? Alors il existe des maisons du droit, qui sont là, c'est des permanences, qui permettent aux justiciables d'avoir des réponses à leurs questions, gratuitement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un service pour ceux qui n'ont pas non plus les finances pour payer un avocat. Dans des litiges, par exemple, il y a l'aide juridictionnelle qui existe. Et donc c'est l'État qui va, payer, alors, pas beaucoup, payer, l'avocat, mais quand même, ça existe. Moi, j'en fais aussi un petit peu, pour les plus bas revenus. Donc il faut cocher les cases, hein, par rapport à ces revenus, mais ça existe. Donc il y a des solutions pour les personnes qui n'ont pas les moyens, bah, d'accéder aux droits. Et s'il vous plaît, évitez l'IA parce que ça dit un peu n'importe quoi. Là, dernièrement, j'ai un client qui m'a envoyé un argumentaire, pour, m'aider dans mes conclusions, à présenter devant le conseil de prud'homme. C'est bourré de décisions qui n'existent pas, de textes qui n'existent pas. Donc peut-être que dans quelques années, ce sera plus fiable. Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout, donc faites attention à l'IA. Désolée, j'ai un petit peu, Aucun problème. bifurqué, mais c'est un sujet d'actualité et je pense que, il faut être vigilant. OK, et d'ailleurs, parce que tu parles d'IA, donc tu parlais un peu d'éducation, de formation, parce que Oui. c'est un sujet qui revient beaucoup. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire? Voilà, de transmettre, de faire des formations et cetera? Alors moi, j'aime beaucoup ça, j'en ai fait pas mal, donc en droit du travail uniquement, et d'ailleurs, je donne des cours à Dauphine, pour des étudiants, en licence 3 et chaque année, je renouvelle et c'est un c'est un vrai plaisir. Justement, ce partage, cette pédagogie, je trouve ça hyper, enrichissant. Donc c'est des choses que j'aime faire, oui. Et donc en entreprise ou, en école, pour OK. Dauphine ou d'autres. Et tu nous disais tout à l'heure que tu voulais, te lancer dans le droit depuis petite parce que tu voulais la justice, tu voulais un monde juste. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la justice permet d'avoir un monde juste? On sait que souvent sur des, gros dossiers notamment, on remet souvent en cause la décision de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que justice est faite en France et dans le monde en général? Alors, moi, j'ai pas un regard très positif sur ce sujet-là. Bon, dans le monde, je pense que c'est assez compliqué. Je pense pas du tout qu'on est sur une justice, bien rendue. Et alors à mon niveau, bon, on a des décisions qui sont quand même assez, parfois surprenantes, et dans des dossiers où on avait tout de notre côté, on n'a pas réussi à obtenir gain de cause, là, on a une vraie amertume. Mais la justice n'est pas parfaite. Je pense qu'il faut, arrêter de penser que, on va forcément obtenir, gain de cause et être établi dans ses droits et c'est ce que je dis souvent à mes clients. On se lance dans un procès, ça va peut-être vous coûter, globalement, plus cher, que ce que vous espérez finalement et ce que vous allez obtenir ensuite. On est souvent déçu par la justice.
Et c'est ça malheureusement qui marque, souvent, les esprits, des clients et de manière générale dans la société. Mais après, il y a aussi de bonnes décisions, il faut positiver. OK, parfait. Et pour conclure, dernière petite question, qu'est-ce que t'évoque la couleur orange? La couleur orange pour moi, c'est la vie, c'est le peps, c'est, l'audace. C'est comme ça que je la vois. Hem Et en même temps, c'est une couleur assez chaude, donc je dirais que c'est aussi un peu, voilà, d'humanité et de chaleur. Parfait. Une très belle manière de conclure. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer dans l'émission, ça fait très Merci à plaisir. vous, Merci à c'était toi, un Mélissa, plaisir. encore une Merci fois, de Jérémy, m'accorder. merci Et Swan. puis on se dit à une prochaine fois, et puis on met tous tes réseaux en description, etc. Merci Super, beaucoup, merci Merci à beaucoup. tous. et à une prochaine À pour un une nouvel prochaine, épisode. bonne journée. Ciao.